Lors d'une promenade en forêt, Hugo et Yanis découvrirent une étrange boîte de verre semi-enterrée sous un vieux chêne, sans serrure ni ouverture visible. Intrigués, ils la ramenèrent chez Hugo, pensant à une œuvre d'art moderne oubliée ou à un vieux trésor mystérieux. Mais dès qu'ils franchirent le seuil de la maison, la boîte se mit à vibrer doucement, émettant un son grave et profond, comme un battement de cœur. Sur la paroi intérieure, une inscription apparut en lettres brumeuses. Celui qui regarde voit sa fin. Yanis, moqueur comme toujours, colla son œil contre la paroi et recula violemment en criant qu'il avait vu quelque chose bouger à l'intérieur. Hugo, pétrifié, vit alors apparaître un reflet qui n'était ni le sien ni celui de Yanis. Un visage sans yeux, collé contre la paroi, qui souriait. La nuit tombée, alors que Yanis avait dormi chez lui, Hugo entendit des bruits de pas dans le couloir, mais il savait que sa mère n'était pas rentrée. Il se leva lentement, le cœur battant, et aperçut depuis l'embrasure de sa porte une silhouette figée devant la boîte de verre posée sur le bureau. Le reflet dans la vitre montrait un garçon. C'était lui, mais les yeux étaient noirs comme du charbon, sans lumière, et le sourire était anormalement large. Lorsqu'il alluma la lumière, la silhouette disparut, ne laissant derrière elle qu'un miroir fêlé sur le sol et une fine traînée de buée autour de la boîte. Hugo recula, choqué, et trouva son téléphone pour appeler Yanis. Mais toutes les photos de ce dernier avaient disparu de sa galerie. Plus inquiétant encore, dans les contacts, le prénom Yanis avait été remplacé par un mot qu'il n'avait jamais vu, obscura. Le lendemain, Yanis débarqua chez Hugo comme si de rien n'était, affirmant ne pas avoir reçu d'appel ni de message pendant la nuit. Hugo lui montra le téléphone, mais à sa grande surprise, tout semblait être revenu à la normale. Son nom, ses photos, tout était là, sauf la boîte de verre. À la place de l'objet, ils trouvèrent une fine couche de givre sur le bureau, formant des mots illisibles comme écrits à l'envers. Yanis prit un miroir pour les lire, et ce qu'ils découvrirent les fit reculer d'un bond. « Retournez-la avant minuit ou elle choisira. » Soudain, la lumière se mit à clignoter et le miroir explosa, projetant des éclats autour d'eux, tandis qu'un souffle glacial traversa la pièce comme si une entité invisible venait de passer. Terrifiés, ils comprirent que la boîte n'avait pas disparu. Elle s'était simplement retournée et qu'ils n'avaient plus que quelques heures avant que elle ne fasse son choix. Hugo trouva un vieux réveil dans un tiroir qu'il régla sur 23h55 pour ne pas rater l'échéance, tandis que Yanis, nerveux pour une fois, fermait toutes les fenêtres. Ils posèrent la boîte au milieu de la chambre, retournés comme le message le leur avait ordonné, et s'assirent face à elle, dans le silence. À 23h30, la boîte commença à couler, pas de l'eau, mais une sorte de liquide noir qui suintait sans s'arrêter, formant une flaque sur le plancher. Yanis voulut s'approcher, mais Hugo l'en empêcha. Dans le reflet du liquide, ce n'était pas leur chambre qu'on voyait, mais une pièce en ruine, avec 2 corps pendus au plafond. Une horloge dans ce reflet indiquait minuit moins 5, comme si un autre monde parallèle vivait le même moment en décalage sinistre. Et lorsqu'ils levèrent les yeux, ils réalisèrent avec horreur que l'ombre d'une 3e silhouette s'était matérialisée entre eux, silencieuse, parfaitement immobile. L'ombre entre eux s'épaississait peu à peu, prenant une forme féminine, les cheveux longs flottant dans l'air comme sous l'eau, sans qu'un souffle ne bouge dans la pièce. À 23h59, le réveil se mit à sonner tout seul, mais aucun des 2 garçons n'osait bouger, pétrifiés devant la chose qui les observait sans yeux. La boîte vibra brusquement, puis se mit à tourner sur elle-même sans qu'aucune main ne la touche, et les murs se couvrirent de gouttes sombres, comme si la maison saignait. Yanis, malgré la peur, attrapa la boîte pour la remettre à l'endroit, mais l'ombre bondit sur lui,
et le projeta violemment contre le mur, le laissant inconscient. Hugo hurla son prénom, mais sa voix résonnait dans une pièce qui ne lui appartenait plus. Les meubles étaient devenus antiques, les murs décrépits, comme si le passé avait repris ses droits. Et dans un murmure qui ne semblait pas venir de cette réalité, il entendit « Le choix est fait. Il restera. Tu partiras. » Quand Hugo ouvrit les yeux, la pièce semblait figée dans une époque lointaine. Les bougies remplaçaient les lampes, la tapisserie était déchirée, et la boîte brillait désormais d'une lueur rouge. Yanis n'était plus là, ou du moins, il n'était plus entier. Son reflet dans le miroir était encore vivant, appelant à l'aide en tapant contre la vitre depuis l'autre côté. Hugo tenta de briser le miroir pour le rejoindre, mais chaque coup se répercutait sur son propre corps, laissant des entailles sur sa peau. Derrière lui, la silhouette féminine glissa silencieusement, comme un voile de mort, murmurant « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà choisi. » À cet instant, la boîte se rouvrit d'elle-même, libérant une brume noire qui s'enroula autour de lui, l'aspirant lentement vers le sol. Et alors que ses pieds disparaissaient dans l'obscurité, Hugo comprit qu'il n'allait pas mourir, mais vivre ailleurs, dans ce monde déformé où le temps ne pardonne rien. Hugo rouvrit les yeux dans un couloir étroit et infini, éclairé par une lumière pâle venue de nulle part, avec des dizaines de portes identiques alignées à gauche et à droite. Chaque pas qu'il faisait semblait rallonger le couloir, et à chaque porte qu'il croisait, il entendait des voix, des cris, des pleurs, et parfois la sienne. Il tenta d'ouvrir l'une des portes, mais une main brûlante surgit du Judas et lui saisit le poignet, murmurant dans un souffle rauque « Tu n'étais pas censé revenir ici ». La boîte de verre flottait désormais à quelques centimètres du sol, le suivant comme une malédiction personnelle. Ses coins suintant ce liquide noir qu'aucun sol ne semblait absorber. Une des portes s'ouvrit enfin sans qu'il la touche, révélant Yanis, mais pas le vrai. Une version sans yeux, au sourire trop large, qui l'invita à entrer en tendant la main. Hugo recula d'un pas, le cœur battant, mais le sol s'effondra sous lui, et il tomba dans l'obscurité totale, avec la certitude qu'il avait franchi un point de non-retour. Hugo se réveilla brutalement sur un plafond devenu sol, marchant à l'envers dans une pièce où tout semblait suspendu dans un cauchemar figé. Les meubles flottaient autour de lui, renversés comme s'ils fuyaient quelque chose, et la lumière ne venait plus du plafond, mais de fissures dans les murs qui saignaient lentement. Au centre de la pièce, la boîte de verre tournait sur elle-même, projetant des images dans les airs. Des souvenirs déformés, des visages hurlants, des scènes qui semblaient n'avoir jamais eu lieu. Une version enfantine de Yanis apparut soudain, pieds nus et en pleurs, murmurant en boucle « C'est ta faute, tu m'as laissé seul dans la boîte. » Des chaînes tombèrent alors du plafond ou du sol et s'enroulèrent autour de ses poignets, l'immobilisant pendant que la pièce se mettait à tourner lentement comme une boîte à musique maudite. Alors qu'il perdait connaissance, Hugo entendit la boîte prononcer distinctement d'une voix mécanique. Étape 8 terminée, transition activée. Hugo se retrouva dans une pièce circulaire, sans porte ni fenêtre, où les murs étaient entièrement recouverts d'yeux ouverts, tous tournés vers lui et clignant au même rythme. Chaque regard semblait sonder ses souvenirs, ses regrets, ses cauchemars les plus intimes, exposés comme un livre qu'on lirait à haute voix dans une langue inconnue. Au centre, la boîte de verre s'était transformée en piédestal, battant comme un cœur, pulsant à chaque fois qu'un œil pleurait une larme noire. Yanis, ou ce qu'il en restait, réapparut dans un coin de la pièce, suspendu en l'air par des fils rouges, ses yeux arrachés et remplacés par ceux du mur, tous clignant en synchronisation. Hugo tomba à genoux, envahi par une douleur mentale immense, pendant qu'une voix froide résonnait dans la pièce. Le jugement approche, ne détourne pas les yeux. Et quand il leva enfin la tête, tous les yeux s'étaient refermés, sauf un,
immense dans le plafond, qu'il observait avec une intensité inhumaine, comme si quelque chose venait de choisir son sort. Hugo fut aspiré dans l'œil géant, comme dans un tourbillon visqueux, traversant un tunnel organique fait de chair palpitante et de murmures incompréhensibles. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait au milieu d'un désert noir, sans ciel, sans vent, juste un vide étouffant, où la boîte de verre trônait sur un piédestal d'ossements humains. Autour de lui, des versions corrompues de Yanis tournaient lentement, chuchotant en boucle la même phrase. « Tu savais ce que tu faisais, et tu l'as quand même fait. » Une silhouette encapuchonnée, sans visage mais portant la même tenue que Hugo, s'avança alors, tendant une main pâle vers lui en murmurant « Prononce le serme, et tu seras libre. » Mais au moment où Hugo ouvrit la bouche pour répondre, ses lèvres se recousurent d'elles-mêmes, fil par fil, pendant que la boîte se fissurait, laissant échapper une lumière aveuglante et un cri d'enfant. Il tomba à genoux, incapable de parler, pendant que la voix de la boîte, désormais brisée, prononçait sa sentence finale. Le silence est ta délivrance, l'oubli ton unique espoir.